Alors, le moment qu'on attend tous, la conclusion de cette journée. Merci Sabine, you're a good girl. En plus, C'est ça qui va marcher. oui, ça qui va marcher, comme pour tout le monde. Non, mais sinon, j'aurais pris mon téléphone. C'est parfait. Ok. Bon, bah, je sais que vous en avez plus qu'assez, mais je suis là. Bon, moi, je vais juste dire très brièvement. C'est vrai que quand on est là, on ne voit rien. C'est très étrange. Bon, je vais dire très brièvement d'où je parle. Je ne suis pas une architecte ni une spécialiste du réemploi. Je suis prof d'urbanisme et d'aménagement, et mes centres d'intérêt portent sur la matérialité urbaine, sur le métabolisme urbain, les flux d'énergie, de matière, dans le passé, dans le présent, éventuellement dans le futur. Donc bien sûr, tout ce qui a été dit aujourd'hui m'a tout à fait passionnée. Et ce qu'on peut noter déjà, vous le savez, mais c'est la très grande richesse et diversité des approches, des présentations. Bon, dans un contexte qui est quand même très morose. Et bon, d'ailleurs, la dernière présentation le montrait bien, avec des choses qui sont très souvent assez joyeuses, ce qui mérite d'être noté. Ce qu'on voit quand même, c'est qu'il s'est passé des choses ces dernières années. Pour la France, le premier document officiel qui s'intéresse aux déchets du BTP date seulement de 2000. C'est la circulaire sur les schémas départementaux et interdépartementaux des déchets. Donc c'est quelque chose qui reste extrêmement récent. Et pour citer un autre exemple qui montre quand même qu'il s'est passé des choses en 25 ans, je me souviens que vers 2005-2006, j'avais une étudiante de maîtrise à l'époque qui voulait faire un mémoire sur les déchets du BTP. Alors déjà, c'était très bizarre en urbanisme de vouloir faire ça. Et elle s'était dit, en fait, comme le programme national de rénovation urbaine vient d'être lancé, je vais aller le voir parce que ces gens-là, ils doivent bien s'intéresser aux déchets. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle s'est trouvée face à un grand silence, puisque à ce moment-là, le programme national de rénovation urbaine n'en avait rien à cirer des déchets qu'il allait produire et qu'il produisait déjà. Donc on voit quand même qu'on a évoqué à plusieurs reprises ce programme dans sa nouvelle version, qu'il s'est passé des choses depuis... J'ai déjà parlé 7 minutes là ? Non, là, je me suis fait voler des minutes. Il s'est passé des choses. Alors, si on en vient aux échanges, on peut retenir un certain nombre de thématiques qui ont été abordées, et je ne vais pas être exhaustive, mais autour de ce couple sobriété-circularité. Dans le désordre, bien sûr, on voit qu'il y a cette question de la logistique, de la temporalité, qui est tout à fait fondamentale et qui active ou qui réactive un vieux débat de la géographie et de l'aménagement, qui est l'arbitrage entre filières et territoires. On voit bien qu'une des questions qui est posée, c'est est-ce qu'il faut créer des filières ou est-ce qu'il faut gérer des ressources territoriales ? Alors bien sûr, la réponse n'est pas l'un ou l'autre, mais on perçoit bien dans les présentations qu'il peut y avoir des frottements entre ces deux approches, qui renvoient aussi à celle de l'ancrage local qui a été très souvent évoquée aujourd'hui, pas forcément en ces termes. On voit aussi que l'entrée par l'urbanisme et l'aménagement, même quand on s'intéresse à des composants qui peuvent être de dimensions très petites, très faibles par rapport à la taille du projet, elle semble tout à fait fondamentale. On l'a vu dans de très nombreux projets qui ont été évoqués. Elle montre aussi, et ça renvoie un peu à ce que je disais tout à l'heure sur filière, etc. Ah, ça c'est mieux. Je comprends rien à ce truc. Enfin, je pense qu'il est en train de m'arnaquer, mais... ça renvoie un peu à ce que je disais avant sur filière territoire. Là, on est plutôt sur matière-espace. Et cette connexion entre matière et espace qui est évidente pour beaucoup d'entre vous, je pense qu'elle n'est pas encore complètement évidente dans le champ de l'urbanisme et de l'aménagement.
Autre chose qui a été beaucoup évoquée, en particulier cet après-midi, c'est une autre question qui est celle de la quantité, de la nature, de la qualité, de la sécurité des matériaux et des composants. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'on voit la multiplicité des approches possibles, hein, entre l'évaluation par les pairs, les bureaux de contrôle qui existent parfois, enfin en France, mais pas ailleurs, la mobilisation des données, le rôle du CSTB. Pour certains, alors on n'en a pas parlé, mais on aurait pu étendre au débat sur les ATEX, les appréciations techniques d'expérimentation, qui sont très importantes pour un certain nombre de matériaux que je qualifierais d'alternatifs. Et donc ça, c'est quand même quelque chose de puissant. Il y a une chose dont on n'a pas beaucoup parlé, qui était dans le titre de la journée, qui était la renaturation. Mais c'est vrai que je pense qu'on avait déjà beaucoup à faire, donc il faudra faire une année renaturation peut-être. Si on va un peu plus... Ah ouais, il est vraiment très bizarre ce machin, parce qu'il va dans un sens et dans l'autre. C'est un truc pour rendre les gens fous, en fait. Ce qui me semble, c'est que ces expériences, ces réflexions, elles éclairent des enjeux qui sont plus vastes, de manière implicite ou explicite. Alors déjà, il y a une chose que j'ai trouvée tout à fait formidable, c'est qu'on n'a quasiment pas, voire pas du tout parlé d'efficacité. C'est-à-dire que le débat sobriété-efficacité, qui est quand même assez vif dans certains domaines, en particulier dans l'ingénierie, là, il semble qu'il n'avait pas besoin d'être là, et je trouve que c'est très salutaire de laisser tomber en quelque sorte l'efficacité ou d'en faire ce qui vient après la sobriété, qui n'est pas soluble dans l'efficacité. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est tout à fait remarquable. Mais tout ça révèle aussi un paradoxe qui a été évoqué à quelques reprises, hein, qui est que la sobriété matérielle, au sens des matériaux de construction, elle est parfois, voire souvent, si on élargit le cercle au-delà de notre cercle d'aujourd'hui, associée à une très forte dépendance informatique, qui est elle-même très dispendieuse en énergie et en autres matériaux. Et ça pose une question fondamentale, qui est celle du transfert interressources, que l'on trouve dans à peu près tous les domaines de ce que les politiques publiques appellent transition écologique, et qui n'est pas tellement une transition. Et l'idée, c'est pas de dire qu'il faut laisser tomber ces outils, mais que la question de ce transfert interressources, hein, qui consiste à dire j'économise là, mais je dépense à côté, elle mérite probablement d'être prise au sérieux, parce que, en fait, elle renvoie à un autre débat qui me paraît fondamental, qui est que si on réfléchit à l'habitabilité de la planète, on peut dire que ce dont nous avons besoin, c'est d'une transformation socio-écologique. Alors, transformation, ou transition, ou bascule, ou redirection, ou bifurcation, tout ce qu'on veut, mais enfin, un truc qui change vraiment. Lorsque l'on est lorsqu'on utilise des solutions qui vont plutôt dans le sens du transfert interressources, en fait, on va plutôt dans le sens d'une transformation socio-technique à régime socio-écologique constant. C'est-à-dire qu'on ne change pas grand-chose à finalement la pression appliquée sur les ressources et donc sur la biosphère. Ce qu'on change, c'est les ressources en question. Et ça, c'est exactement la même chose qui se passe dans le domaine de l'électricité, hein, où on voit de la même façon une transition socio-technique, si elle existe, passer du combustible fossile à l'électricité, mais qui ne va rien changer au problème qui est posé, qui est celui de l'épuisement de la planète. Les différentes interventions qu'on a entendues, elles illustrent aussi le grand débat de la massification et de la standardisation. Et elle relance aussi le vieux débat de l'industrialisation du bâtiment et des travaux publics, même si elle le relance d'une autre façon. Moi, j'ai l'impression que, alors l'idée, c'est pas de dire il ne faut pas industrialiser, il ne faut pas standardiser, etc., mais que dans tout ce qui a été exposé, il y a une part artisanale, et que cette part artisanale, on ne peut pas s'en passer.
Et que le fait qu'il y ait une part artisanale, ça ne disqualifie pas forcément les opérations. Ça ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas changer d'échelle ou passer à l'échelle, selon l'expression consacrée, mais ça veut dire qu'elles nécessitent que l'on accepte qu'on ne peut pas tout standardiser, qu'on ne peut pas tout normaliser, qu'on ne peut pas tout massifier, et que finalement, on ne peut pas homogénéiser. Et ça, c'est aussi une question qui me paraît extrêmement importante parce qu'on la retrouve dans d'autres domaines qui touchent aussi la question de l'urbanisme, de l'aménagement, de la construction, etc., qui est par exemple le compostage. Il y a un truc qui énerve vraiment les gens qui travaillent sur le compostage, enfin en tout cas une partie d'entre eux, c'est qu'on n'arrive pas à le standardiser. Tout simplement parce qu'on manipule du vivant. Mais il faudrait juste admettre que le compostage, c'est artisanal ou c'est semi-artisanal. Et je pense qu'on peut faire un parallèle avec la question du réemploi. Et l'histoire des techniques qui a été évoquée, et ça m'a fait très plaisir, montre que l'artisanat, d'ailleurs cette distinction artisanat-industriel est assez récente, peut systématiser des principes, des actions, des procédés, sans forcément homogénéiser. Ce que nous montre aussi l'histoire des techniques, c'est un sujet un peu annexe, mais qui a été évoqué, donc ça m'y a fait penser, c'est que la question du démontable, elle a été fondamentale dans l'activité constructive à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, et ce qu'on voit dans la construction métallique qui a été abordée, et que finalement, on pourrait dire un peu à l'emporte-pièce que ce qui a conduit à l'abandon du démontable, c'est le triomphe du béton, qui, lui, s'oppose à ce caractère de démontabilité. Ces questions de massification, pas massification, est-ce qu'on s'inscrit dans du low-tech radical, pas du low-tech radical, etc. Je trouve qu'elles éclairent un risque sur lequel il est très difficile d'avoir une prise. Et quand je le dis, c'est pas pour dire ah oui, c'est juste un problème qu'on peut identifier, qui est que ce qu'on observe beaucoup dans les démarches qui visent à transformer finalement le métabolisme qu'on appelle linéaire, qui consiste à extraire, produire, consommer, jeter, c'est que ces démarches, souvent, constituent des petites boucles circulaires qui vont se greffer sur un métabolisme linéaire sans parvenir à le transformer. Et là, on a vraiment une question à se poser, notamment sur certains projets qui ne devraient tout simplement pas voir le jour, même s'ils mobilisent du réemploi, du recyclage, des matériaux biosourcés, etc. Alors, il y a toute une question aussi qui tourne autour de la redéfinition des métiers qui a été abordée à plusieurs reprises, qui serait qu'est-ce qu'un architecte, qu'est-ce qu'un urbaniste, comment on redéfinit des métiers qui ont été fondés sur le paradigme de la croissance, mais aussi comment on réfléchit aux métiers et au travail, aux compétences, mais aussi à la pénibilité. Et là, je fais référence à une thèse en cours qui est préparée par Joseph Motion, qui, lui, insiste sur le fait que, finalement, enfin, je le dis avec mes mots, il le dirait peut-être différemment, donc je lui demande pardon si je transforme sa pensée. Il faudrait aller, quand on parle d'habitabilité, il faut aller au-delà du couple logement-planète. Nous avons besoin de logements habitables, la planète devrait être habitable, mais il faudrait aussi, en ce qui concerne la construction, que le chantier soit habitable. Et l'habitabilité du chantier, c'est une question qui est très peu abordée. Alors, elle est abordée par certains, dans le cadre de certains projets, mais c'est quand même un impensé dans le système dominant. Et enfin, dernière chose que je voulais dire, ou avant-dernière, ou avant-avant-dernière, mais j'ai presque fini. Maintenant, je crois qu'on est raccord, lui et moi, là. Donc, on a évoqué à plusieurs reprises la question économique. Je cite Sylvain Sodot qui, dans son résumé, disait « du sur-mesure opérationnel et une équation financière qui confère à l'insoluble ». Et c'est vrai que ça, c'est une chose qu'on rencontre dans de très nombreux cas.
qui fait que se pose la question, et il y a beaucoup de travaux qui portent là-dessus aujourd'hui, de l'économie de l'aménagement, de l'économie de la construction. Mais en fait, ce que ça nous dit, et là, on pourrait s'inspirer de ce qui se fait dans le domaine de la mobilité automobile, c'est que si on n'arrive pas à vendre en quelque sorte le réemploi, le recyclage, le biosourcé, etc., c'est parce qu'on n'a pas assez dégradé le modèle dominant. Ce qu'on voit bien dans les centres-villes, c'est que quand on arrive à faire diminuer la part modale de l'automobile, c'est qu'on a tout simplement dégradé les conditions de circulation. Bien sûr, on en a profité pour faire des pistes cyclables, des transports collectifs, etc., mais avant tout, on a dégradé le système. Donc la question, je pense, c'est aussi de dégrader le modèle dominant de la production de logements, de bâtiments, etc., qui renvoie bien sûr à une question de politique publique et d'engagement politique plus généralement, mais qui me paraît tout à fait fondamentale. Et pour mes 2 secondes, bon, je vais m'arrêter là et je veux vous remercier de votre attention. Bon, ben... Merci infiniment. Voilà, c'est fait. Donc, c'est fait. On n'est pas libre. On n'est jamais libre. Mais en tout cas, merci infiniment à tout le monde. Je crois qu'on a tenu, mais en même temps, chaque moment qu'on a passé ensemble, ça ramenait un autre moment. Donc, c'était pour moi, en tout cas, très excitant, très stimulant. Et en même temps, je crois que ça rapporte entre vous beaucoup de nouveaux rapports et de discussions à suivre.